Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Yo! Bonsoir, bonsoir. Ah, ça dit quoi? Ça dit quoi? Bonsoir à toutes et à tous. Oh là là, j'ai pas de montre, mais il est tôt. Eh oui, il est tôt. Il est tôt pour un épisode de Allez Café, mais il est tôt aussi pour pouvoir profiter tous ensemble de ces dernières infos. Bonsoir à toutes et à tous, installez-vous tranquillou. Nous vivons en ce moment les dernières heures de l'année 2021. On espère que vous allez évidemment tous bien, que vous avez pu profiter un petit peu de ce week-end de Noël et de ces derniers jours de basket. On va rentrer dans l'année 2022 gentiment. Je vois qu'il y a plein de copains qui nous rejoignent maintenant sur le chat. On va pouvoir évidemment discuter de plein de choses. Le concept, il est simple. Habituellement, on fait un Allez Café à minuit et je m'occupe de parler des matchs et de l'actualité. Alors oui, en effet, c'est tôt, c'est trop tôt. Merci en effet Maxime, c'est vrai que c'est un petit peu tôt. Il n'est que 18h30, mais pourquoi je le fais maintenant? Parce que il y a eu des rumeurs de transferts qui ont été envoyées sur le compte Twitter de Trash Talk et je pensais que ça aurait été cool que vous ayez une petite émission récapitulative avec à la fois les 280 caractères de Twitter, mais aussi évidemment des explications un peu plus approfondies à l'oral. Du coup c'est simple, certains le connaissent un petit peu ce système, jusqu'au 10 février 2022, date de la trade deadline qu'on commentera évidemment en direct sur Trash Talk, et bien parfois on va accumuler des informations qu'on aura évidemment backé avec à la fois différentes sources et ensuite on essaie de revenir vers vous avec ce qui est plus ou moins plausible et essayer d'aborder au mieux ce grand événement pour savoir ce qui peut avoir lieu ou pas. On a déjà fait une fournée il y a quelques jours et là sur Twitter j'ai renvoyé une petite blinde, un bon petit wagon et donc je me suis dit que ce serait l'occasion de pouvoir discuter de tout ça. Donc on va s'installer bien évidemment et je vais en profiter pour faire quand même un petit coucou et bonsoir à ceux qui sont sur le chat. J'imagine qu'il y en aura plusieurs milliers qui vont nous regarder et regarder Bibi en replay. Merci Martland pour le sub sur YouTube. Bonsoir à qui? Bonsoir à Anarchy, salut, j'ai vu Vapad qui est dans le coin, salut Florian, salut Césario, bonsoir Gérard qui est là, salut le baron Nicolas, salut Aaron, Mathis, salut Area Codes, salut Elpa Patrice, salut le DJ Green Giant, bonsoir à Wendell, salut Jacques Chibrac, comme d'habitude, Lebron est dans le coin, magnifique, joyeux anniversaire, Thomas aussi est dans le coin, salut Jaco, la team Kino à Pamplemousse est présente, Julie, Flo, Onlyax, Team Throne, les spéciaux sont là, les piliers, Psykia aussi est dans le coin, salut Real the Bill, bonsoir Dro Brasilla, salut Dojo, coucou Bastien, coucou le chat, bonne fin d'année à tous. Ben oui, bonne fin d'année à toutes et à tous, on vit ensemble les dernières heures, et puis je voulais bien faire un petit point d'information avec vous avant qu'on rentre dans la nouvelle année 2021-22, ça y est, hop, on va faire la petite transition. On va pouvoir bien évidemment discuter tous ensemble. Bonsoir à Christian, à Clem, à Maxime, à Captain Black, à Toumsouye, à Cracker, etc., etc. Bonsoir, installez-vous tranquillou. C'est donc un Allez Café spécial trade deadline. Je le rappelle, on aura la trade deadline le 10 février 2022 et donc plus les jours vont avancer et se rapprocher de cette date, plus il y aura d'émissions avec les dernières infos les plus fraîches. On vous laisse évidemment vous installer. J'en profite pour vous dire aussi que qui dit les fêtes de fin d'année dit un petit peu de repos, pas trop sur Trash Talk non plus, parce que vous avez vu qu'il y a quand même pas mal d'émissions et de contenus qui sont envoyés, mais retour des choses normales avec Alex dans les poufs, avec Léon à la prod la semaine prochaine. Je continue à veiller au grain évidemment, mais on aura des apéros à faire, plein de choses à devoir discuter sur les Lakers, sur les Grizzlies, sur les Bulls, sur les Nets, sur plein de franchises. Que se passe-t-il à Détroit? Qu'est-ce qui va se passer à New Orleans ou avec les Mavs? Tout ça évidemment on aura l'occasion d'en discuter tous ensemble et donc on sera à nouveau dans les poufs avec Alex et avec Léonce histoire de discuter de tout ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des soucis de son? Je vous laisse juste me dire dans le chat si le son est très bien. Normalement le son doit être impeccable, je n'ai pas changé le setup, je vous laisse juste me dire. Non c'est ok, le son est au top. Bon si vous voulez vous pouvez l'augmenter si vous voulez, hein. Voilà, bonjour bien évidemment, nickel, le son est nickel, bon parfait, c'est très bien, super. Le son est cristallin, magnifique. Du coup, comme je le disais, on va pas perdre de temps et donc on va repartir sur la fournée d'hier. Soir, mercredi soir, mercredi Panzani, j'avais envoyé plusieurs rumeurs. L'idée c'est pas d'en faire tous les jours, c'est de cumuler suffisamment d'informations pour pouvoir vous envoyer
le mieux, c'est-à-dire ce qui est à la fois selon nous le plus crédible, le plus à suivre et sur lequel on va pouvoir revenir. On parlera évidemment de ce qui s'est passé avec Ricky Rubio qui s'est blessé gravement et qui va forcément apporter son lot d'interrogations chez les Cavs et chez leurs fans. Je vais prendre une dernière lampée et on va pouvoir démarrer tout de suite avec ces petites nouvelles. Comme ça, je vous donne pour chaque rumeur, je vous donne tout un contexte et des informations. Ça vous permettra de bien démarrer 2022 avec genre, ouais, dans les discussions mondaines, ouais, t'inquiète, je sais comment ça se passe pour Caris LeVert, par exemple. Alors, nous sommes sur le dossier Caris LeVert. Donc, c'est très très simple. Vous le savez, Caris LeVert, il est chez les Pacers et on a l'occasion de le voir faire toujours ces petites dingueries au scoring, sauf qu'il y a de vraies interrogations sur le cas Caris LeVert. Attention, mauvais jeu de mots, le cas Caris LeVert. Comme je le disais, un transfert de Caris LeVert d'ici le 10 février prochain, c'est quasi certain. Il faudrait vraiment un gros changement de scénario pour le voir encore aux Pacers le 11, donc le lendemain de la trade deadline. Il sera très probablement le premier joueur des Pacers à partir. La question maintenant, c'est qui en veut. Caris LeVert est chez les Pacers. Caris LeVert a été récupéré dans le transfert, notamment le big blockbuster trade de James Harden il y a un an. Il y a eu des modifications depuis. On sait que Rick Carlisle est arrivé à Indiana et que la relation Rick Carlisle-Caris LeVert ne serait pas tip-top. On parle d'un arrière qui n'est pas forcément dans le même registre de jeu que Rick Carlisle a envie de faire jouer. On sait aussi que Chris Duarte, en tant que rookie, a été bien responsabilisé et a montré qu'il pouvait faire des dingueries sur les postes extérieurs. Malcolm Brogdon est intransférable cette saison de par la nature de son contrat. On va reparler de Miles Turner, on va reparler de Domantas Sabonis, mais donc Caris LeVert, aujourd'hui, c'est le garçon qui est le plus probable transféré d'ici le 10 février, et donc plusieurs franchises vont s'aligner. On sait que les Cavs, voilà, je vois que c'est mentionné, pourraient être en effet une piste. On sait aussi que Caris LeVert, il est sous contrat, donc il y a un petit 18 à 20 millions la saison qu'il faut encaisser, mais ça reste un créateur correct. On sait que c'est quand même un gars en sortie de banc qui peut faire des choses superbes à la création et au scoring. On sait qu'il peut être clutch, mais ce n'est pas trop dans la timeline des Pacers, donc c'est à surveiller. Je l'ai envoyé, c'était une des premières infos que j'ai envoyées parce qu'il y a quelque chose quand même d'assez fort probable avec le transfert de Caris LeVert. C'est une quasi-demande du côté de Rick Carlisle et de son coaching staff de vouloir enchaîner, passer à autre chose, donner les responsabilités à Chris Duarte et Malcolm Brogdon, essayer de retrouver un jeu qui ne dépend pas de ses mains. S'il y a le retour de TJ Warren, qu'il se fasse sans qu'il y ait Caris LeVert qui plombe un petit peu le jeu. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur collectif, c'est juste qu'il a un type de jeu qui peut-être ne rentre pas trop dans la philosophie de Carlisle. Et donc, ça pourrait être intéressant à suivre. Il y a des franchises qui vont se positionner dessus et qui vont forcément demander aux Pacers qu'est-ce qu'il faut en contrepartie. Je vois que certains mentionnent les Clippers, certains mentionnent aussi les Cavs. N'oubliez pas de mettre toujours un joueur dans la catégorie de ses autres confrère à son poste pour savoir qu'est-ce qu'il vaut. Evan Fournier, par exemple, a été transféré l'année dernière à la trade deadline contre 2 seconds tours de draft. On va reparler de Terrence Ross. Où est-ce que vous jaugez Caris LeVert par rapport à ces deux joueurs? C'est à vous de voir, mais on pourrait être à peu près dans le même type de prix, peut-être un joueur ou un contrat expirant à donner, et sinon ce sera du second tour de draft ou du premier tour de draft, mais vraiment loin, loin, loin. Donc Caris LeVert, c'est à surveiller. Si je devais vous poser la question rapidement, c'est vous de votre côté, où est-ce que vous voyez Caris LeVert? S'il part le 10 février, avant le 10 février, où est-ce que vous le voyez? Je sais qu'il y a eu beaucoup de mentions du côté des Cavs. Les Mavs, tout à fait, je vois que Apache le met notamment, Philly, peut-être en effet, mais il faudra faire une belle structure de transfert et je pense pas que ce sera avec Ben Simmons, mais à voir. Boston, potentiellement, s'ils ont envie d'autres joueurs de ce type sur le backcourt, mais je sais pas forcément, les Wizards peut-être, Warriors, en tous les cas ce sera à surveiller. Moi je vous avoue que évidemment les Cavs, pour tout le contexte actuel, et on va reparler de Ricky Rubio, c'est à surveiller de très très près. Mais on pourrait avoir d'autres équipes qui vont se positionner. Dans tous les cas, c'est la première news. On va rester dans l'Indiana pour parler de Monsieur Miles Turner. Allez, on va chez les pivots maintenant, puisque comme je le disais hier, il continue à attirer les regards. Il y a 3 équipes qui sont en pole position pour le moment. Beaucoup de franchises sont sur le dossier Miles Turner. Je vois qu'il y a des copains et copines qui débarquent sur le chat maintenant, évidemment. On vous fait la bise. C'est un aller café un peu tôt, mais spécial trade deadline. Hornets, Lakers et Knicks sont sur le dossier Miles Turner. D'autres franchises le sont aussi. Golden State, on sait que Dallas est évidemment intéressé. Du côté de New York,
on a bien évidemment une certaine frustration. On l'a vu notamment hier avec le match des titulaires à Détroit. On sait que... Ah bah magnifique, il y a des gens de Dubaï. Salut le bar de Twitch. On sait que du côté de New York, il y a de la frustration, que la complémentarité de Julius Randle et Mitchell Robinson n'est pas non plus tip-top. Et donc, New York pourrait accentuer ses conversations avec les Pacers dans les prochaines semaines si ça ne se reprend pas en défense. Parce qu'on rappelle quand même que malgré toutes les critiques qu'on peut lui mettre, Miles Turner est un des meilleurs protecteurs d'arceaux au monde et que les pourcentages sont clairs. Lorsqu'un joueur vient dans la raquette de Miles Turner, il y a de bonnes chances pour qu'il loupe son shoot. Et donc, face à cette réalité... Il y a plusieurs équipes qui sont intéressées. Miles Turner s'est exprimé publiquement ces derniers temps en disant qu'il en avait marre d'être sous-utilisé. À voir ce que ça peut donner dans un futur transfert. Je vous mettais juste ici la surprise du chef. Les Bucks, oui, il existe un scénario juste à surveiller autour de la franchise de Milwaukee, champion en titre, qui a des incertitudes sur, évidemment, Brook Lopez, qui vient de récupérer DeMarcus Cousins, mais qui a envie de réaliser le back-to-back, qui a envie d'être encore plus injouable, et donc il faudra voir si les Bucks se positionnent dessus. Je ne dis pas que c'est le cas actuellement, mais il y a eu juste des discussions, non pas du côté de Milwaukee, mais du côté de Indiana et de certains observateurs sur le fait que ça pouvait être intéressant de voir comment est-ce que Milwaukee allait se comporter sur différents dossiers comme ceux qu'ils ont en Donte DiVincenzo, Rodney Hood, Grayson Allen, qui a été évidemment prolongé, mais voir si dans ces garçons, il n'y avait pas par exemple une option transférable et avoir un Miles Turner en échange avec du pick de draft. Ils ont déjà donné quelques picks pour récupérer Jrue Holiday, ça serait assez énorme. Mais dans tous les cas, on a les Hornets, les Lakers et les Knicks en pole position. Je pense que ce sera très important de surveiller le dossier Knicks, parce que je ne le rappellerai jamais assez, monsieur Mitchell Robinson est agent libre cet été, il n'a pas été prolongé. Et donc il y a une certaine incertitude dans le management de New York à le prolonger. Mitchell Robinson, est-ce que c'est un pivot titulaire d'une équipe compétitive? Pas sûr. Pas sûr, Mitchell Robinson est très sympathique, mais c'est un peu compliqué. Peut-être qu'une traction avec Nerlens Noel et Miles Turner sera plus intéressante. Ce qui est sûr, c'est que les Hornets, le fit est absolument évident, puisque la raquette de Charlotte, c'est Mason Plumlee, quelques garçons qui viennent aider en rotation, mais sinon c'est tout. Donc un joueur capable de contrer à l'arceau et de shooter à 3 points, ça serait énorme. Et évidemment, nos amis les Lakers qui vont être dans beaucoup de rumeurs parce que au poste de pivot, on vient de voir LeBron au poste de pivot, DeAndre Jordan. C'est difficile de savoir s'il continue à faire du basket, et Dwight Howard est officiellement un pivot remplaçant dans la NBA de 2021. Et en plus de tout ça, Anthony Davis n'est pas certain d'être un pivot dans ces line-up importants des Lakers. Est-ce qu'il pourrait avoir de la flexibilité avec un Miles Turner? Ce sera à surveiller. Dans tous les cas, on aura évidemment des rumeurs à suivre. Miles Turner, si vous deviez l'envoyer quelque part, ce serait où? Où est-ce que vous pensez qu'il est le 11 février? Est-ce qu'il est toujours à Indiana ou est-ce qu'il est à, par exemple, New York? Boston, Boston c'est bon. Boston, les copains, il faut arrêter. Boston, il y a Robert Williams, tout va bien. Je sais qu'il y avait des rumeurs avant sur Miles Turner, mais là, il y a Robert Williams, normalement, faut laisser. Hornets, potentiellement. C'est vrai que là, le retour de Terry Rozier et de Lamelo Ball à fond donne des perspectives intéressantes. Ils ont remporté 3 matchs de suite. Ils veulent retourner, évidemment, là, cette fois en play-off. Ils avaient fait le play-in tournament l'année dernière. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent maintenant. On fait un point sur toutes les rumeurs. Dallas, ça fit, évidemment. Maintenant, à voir si dans le jeu de Jason Kidd, qui responsabilise extrêmement bien Kristaps Porzingis, on ne le souligne pas assez sur ce début de saison, à voir si tu lui mets un Miles Turner dans les pattes. Blazers aussi, après à voir si ça fait une grosse différence dans la timeline de Damian Lillard, si Miles Turner est toujours là. Dans tous les cas, Caris LeVert et Miles Turner, c'est à surveiller. On boucle la boucle du côté d'Indiana juste avec cette petite info qu'on a vu passer, notamment sur le fait que Domantas Sabonis, je vous en avais parlé il y a 2 semaines, n'a pas demandé de transfert du côté d'Indiana, mais il restait par contre intéressé par le fait qu'il puisse y avoir un transfert. C'est-à-dire, Domantas Sabonis ne dit pas « je souhaite partir », mais si on lui dit « demain tu bouges », il va pas faire la gueule. En ce sens, maintenant qu'on peut avoir ce genre de réalité, il y a plusieurs franchises qui pourraient se pencher sur le cas Domantas Sabonis et savoir quel type de package il faut créer. Un des modèles qui revient le plus ces derniers temps serait le modèle de Nikola Vucevic l'année dernière. Chicago avait fait un transfert avec Orlando, souvenez-vous, où on avait vu notamment Otto Porter Jr., Wendell Carter Jr. et 2 futurs premiers tours de draft partir à Orlando. Wendell Carter Jr. représentait la pièce jeune.
Otto Porter Jr., c'était contrat expirant. On a vu après, ça a enchaîné du côté de Golden State. Les 2 futurs premiers tours de draft, on en a vu un qui est tombé, si je dis pas de bêtises, c'était, je crois que c'est pas Jalen Suggs, c'est Franz Wagner. Je crois que ce pick est devenu Franz Wagner. Donc tu commences à avoir Nikola Vucevic contre Franz Wagner et Wendell Carter Jr., il va falloir commencer à vérifier ce genre de deal, ce que ça peut représenter pour Orlando dans sa reconstruction. Ce qui est sûr et certain, c'est que pour obtenir Sabonis, il faudrait ce type de deal, sachant qu'il reste en plus un premier tour de draft futur venant de Chicago à Orlando. Et donc, il y a des équipes qui pourraient récupérer Sabonis à l'avenir, c'est peut-être pas là, mais peut-être cet été, pour essayer de changer la donne. On parle de Portland, notamment, qui pourrait essayer de récupérer Sabonis. Le papa a joué chez les Blazers dans les années 90-2000. On parle aussi d'autres franchises comme évidemment Dallas. Toutes les franchises qui ont besoin d'un pivot et surtout d'un joueur qui peut permettre d'avoir une espèce de costard, parce que c'est pas... Je pense que Sabonis a un niveau All-Star, mais ce n'est pas une star d'une équipe qui va loin. Par contre, ça peut être un très très bon lieutenant d'une superstar. Et donc, il y a certaines franchises qui se demandent si Sabonis, ça a parlé aussi de Golden State tout à fait, si ça pouvait représenter une option intéressante. Dans tous les cas, entre Miles Turner, Caris LeVert et Domantas Sabonis, vous pouvez voir que ça discute pas mal. Toute la question, c'est de savoir, est-ce que les Pacers vont vraiment appuyer sur le gros bouton rouge, reconstruction? Beaucoup d'incertitudes en l'état, très très peu de chances de voir ce bouton être activé, parce que tu as récupéré Rick Carlisle quand même, donc tu es dans une espèce de transi-construction, hein, c'est entre reconstruction et transition. Mais donc Sabonis, ce sera à surveiller dans les prochains mois, parce que vous connaissez les dominos, si tu transfères Caris LeVert puis Miles Turner, ça peut aller assez vite après pour d'autres garçons, surtout que les Pacers ont envie de responsabiliser Isaiah Jackson et Chris Duarte, leur récent pick de draft. Voilà pour le côté Pacers. On enchaîne ? Hop, hop, hop. On reste dans la conférence Est et je vous laisse lire un petit peu ça pendant que je prends une lampée. Certains ont peut-être été voir sur le site de Trash Talk. J'ai écrit notamment un gros dossier ce matin sur la situation de Bradley Beal. Je vous invite à aller sur le site de Trash Talk pour lire tout ça. La situation est la suivante à Washington. Les GM de NBA adorent clairement le talent de Bradley Beal, il n'y a absolument rien à redire. 30 points de moyenne, formidable arrière, capable de scorer, créer, clutch, 60 points dans un match, des gros pourcentages à 3 points, provocation de lancer, bref, un des meilleurs arrières de la planète. Mais, la réalité est la suivante. On se pose des questions à Washington. Est-ce que Bradley Beal vaut 235 millions de dollars sur 5 ans? Je répète, est-ce que Bradley Beal vaut 235 millions de dollars sur 5 ans? Si on sort ces chiffres, ce n'est pas pour rien, c'est tout simplement parce que Bradley Beal est éligible à ce contrat max cet été. Il y avait eu une offre qui avait été présentée par Washington cet automne, à hauteur de 180 millions de dollars sur 4 ans. Ça aurait permis à Bradley Beal de rester dans la capitale, à Washington d'éviter qu'un des meilleurs joueurs de l'histoire de sa franchise parte, mais Bradley Beal a dit non merci. Je vois qu'il y en a plein qui disent non, il ne les vaut pas, il ne les vaut pas. On va pouvoir justement en discuter. Bradley Beal en l'état, s'il a refusé cette offre, c'est pour une raison qui est, et que j'expliquais dans le papier, qui est une raison purement financière et stratégique, c'est que en NBA, lorsque vous avez 10 années d'expérience, les contrats que vous pouvez négocier ne sont pas pareils que si vous avez 5, 6 ou 3 ans d'expérience. C'est ce qui fait qu'un Bradley Beal peut avoir une plus grosse prolongation de contrat qu'un Giannis Antetokounmpo. Pourquoi? Parce que Giannis n'a pas accès à, comme je vois Marley le dit, à 35% du salary cap. Bradley Beal a 10 ans d'expérience à la fin de cette saison, donc va pouvoir commander ce type de contrat. Et donc, plusieurs observateurs se disent « Ok, que va faire Bradley Beal ?» Et pour le moment, l'agent, Mark Bartelstein, si je ne dis pas de bêtises, il faudra que je revoie le blast complet, mais je crois que c'est Bartelstein, laisse sous-entendre en ce moment que Bradley Beal va aller vers cette direction, qui est de demander un contrat max, ce qui ferait donc 235 millions de dollars sur 5 ans. C'est le max qu'il peut toucher cet été. Mais, comme vous pouvez le voir dans le chat, il y a beaucoup de gens qui se posent la question et qui se disent « Bradley Beal, c'est quoi jusqu'ici ?» Est-ce que c'est un joueur... En gros, c'est simple. Est-ce que c'est Devin Booker, et donc on lui met des joueurs formidables autour de lui, et ça va jusqu'en finale de conférence, et c'est un énorme leader dans une franchise qui peut aller loin, ou bien c'est un joueur qui fait des statistiques correctes, mais qui n'est pas un franchise player, et sur qui on va investir. Parce que 235 millions de dollars sur 5 ans, c'est un investissement. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit peu d'argent. Du coup, je vous pose la question, est-ce que à votre avis, Bradley Beal, 1,
entre guillemets, mérite. C'est pas qu'il ne mérite pas cet argent, mais est-ce qu'il vaut ce type de contrat, 235 millions de dollars sur 5 ans, qui est donc le contrat d'un joueur max. Ce sont des contrats à la Stephen Curry, à la Kevin Durant, qui vient de prendre une prolongation de 4 ans et 200 millions de dollars à Brooklyn. Est-ce que c'est ce type de joueur, ou est-ce qu'il faut un petit peu revoir ses attentes? Et auquel cas, la réalité, et c'est ça qui fait flipper les fans de Washington notamment, c'est que la réalité à Washington, c'est bon, bah si on hésite un petit peu, comment faire? Parce que vous avez par exemple, je prends mon clavier pour vous expliquer un petit peu toute la situation. Vous avez par exemple le Bradley Beal, qui lui a envie d'avoir ce contrat. Très bien. Wizards, Salaries, bref. Bradley Beal va demander ce contrat-là. Bon, très bien. Il a la possibilité de le faire. Salaries, voilà. Je vais pouvoir vous montrer ça normalement. Impeccable. Tac. Aujourd'hui, il touche 34 millions la saison. Ceci est une player option à 37 millions. Il y a de bonnes chances pour qu'il ne prenne pas cette player option et que... il y a juste Randle qui vient d'entrer dans le Health and Safety Protocol, tiens, au passage. Comme je le disais à l'instant, Bradley Beal va très probablement ne pas prendre sa player option et donc devenir un agent libre. S'il devient un agent libre, ça veut dire qu'il peut partir contre Peanuts. Contre Peanuts. Les Wizards peuvent se retrouver à poil. Ah merde, ça fait RIP. Je vous laisse faire F5. Oh non. C'est bon? Ça marche? Vous faites F5 et ça repart? Excusez-moi. C'est bon? Ok, c'est que dès qu'on a fait le Health and Safety Protocol, c'est reparti. Désolé, il va falloir faire du montage. C'est bon chez vous? Parfait. Comme je disais, Bradley Beal peut être agent libre cet été et donc partir contre Peanuts. S'il part contre Peanuts, c'est flippant. Parce que si vous êtes Bradley Beal, vous pouvez dire non, non, tranquille. Moi, cet été, je vais me ramener à la table des négociations et j'ai envie de demander 235 millions de dollars sur 5 ans. Si Bradley Beal demande ce contrat et que Washington lui file, beaucoup de gens vont gueuler. Si Bradley Beal demande son contrat et que Washington ne lui file pas, Bradley Beal peut partir. Et donc, vu que vous avez la trade deadline qui arrive le 10 février, qu'est-ce que vous faites si vous êtes Washington? C'est ça la grande question. Et est-ce que Bradley Beal a envie d'aller prendre un autre contrat dans une autre franchise? Bref, c'est tout ce qui fait que là, dans les prochaines semaines, ne soyez pas étonnés si ça devient vraiment un sujet tendu et qui va être au centre de toutes les conversations, la prolongation de Monsieur Bradley Beal, parce que pour le moment, beaucoup ne le mettent pas à juste titre dans la même catégorie que les Stephen Curry et compagnie qui touchent ces contrats max. Moi, mon avis personnel, puisqu'on me demande... je pense pas que Washington peut se permettre de perdre Bradley Beal contre rien. Donc je pense que Washington va commencer à flairer gentiment ce qui peut se passer du côté de Bradley Beal là, dans les prochaines semaines. Et avoir un peu une petite idée de ce que ça donne. Lui, pour le moment, il dit « Je vais laisser mes options ouvertes ». Je vous cache pas que moi, ça me rendrait pas trop confiant. En gros, ça me dirait un peu genre, bon, 235 millions sur 5 ans ou sinon j'irai voir ailleurs. Parce que Bradley Beal ne va pas prendre une ristourne à Washington. Je n'y crois pas, une seule seconde. Et donc mon avis c'est quoi? C'est que soit Washington, entre guillemets, et c'est ce qui me semble être le scénario le plus probable, baisse son froc, entre guillemets, et donc donne à Bradley Beal son contrat, 235 millions de dollars sur 5 ans, et doit se débrouiller pour construire autour de lui, ce qui n'est pas vraiment la meilleure solution, mais bon, celle-là je crois que c'est la plus probable. Soit ça va très vite là dans les 5 prochaines semaines, et on commence à avoir des rumeurs de transfert à droite à gauche. Parce qu'il y a des équipes qui sont flippées à l'idée de lui filer ce contrat-là. Voilà. C'est en tout cas le sujet Bradley Beal, quelque chose qui va être très piquant à la fois dans les prochaines semaines et cet été, le rendez-vous, il est pris. On a en effet certains qui parlent de Boston parce que amitié avec Jason Tatum, etc. Je comprends bien. À confirmer quand même. Qui va balancer des joueurs et des assets pour potentiellement 6 mois de Bradley Beal? Forcément, si tu récupères Bradley Beal, c'est avec des sortes de garanties. Donc c'est le fait qu'il puisse prolonger derrière. Donc c'est avoir ses bird rights. Et donc notamment avoir la possibilité de le prolonger sans que ça impacte trop ton salary cap. Lui proposer d'ailleurs des contrats que d'autres franchises ne pourraient pas faire.
Il y en a qui vont vouloir 6 mois de Bradley Beal, ça c'est pas le problème. Il y en a qui sont prêts à avoir ça pour montrer. Parce que si tu montres à Bradley Beal qu'en fait c'est là que ça se passe, si tu es Dallas, j'ai n'importe quoi, hein, c'est pas du tout une rumeur. Si tu es Dallas et que tu montres à Bradley Beal que c'est ici que ça peut se passer et que Dallas fait une finale de conférence, je pense qu'au niveau de la négociation contractuelle pour la prolongation, ça peut tout de suite être plus léger. Si tu le prends 6 mois et qu'après tu fais le play-in tournament, c'est un peu tendu. Je vois que certains parlent de Philadelphie, ça pourrait être une option, mais je pense que Ben Simmons, ce ne sera pas assez. Justement, Philly, belle transition. Philadelphie, on va faire un petit passage par Philly pour parler justement de nos amis les Sixers. En ce moment, Philly est en train de ride comme jamais les exploits de Monsieur Joel Embiid, qui est absolument énorme, hein, 30 points 10 rebonds, 30 points 10 rebonds. Malheureusement, il y en a qui s'inquiètent gentiment. Pourquoi? Parce que Joel est à un niveau de MVP, et certains se demandent si les Sixers, dans leur bataille avec Ben Simmons, ne sont pas en train de laisser passer une saison prime de Joel Embiid. On rappelle que Joel Embiid n'est pas le joueur le plus safe d'un point de vue physique, et que là, il est clairement dans son prime dans sa carrière, et que tu dois maximiser la chose. Est-ce que tu vas maximiser la chose avec Tyrese Maxey, Seth Curry et Tobias Harris? Pas sûr. Et donc dans ces jeux de négociation, certains se posent la question s'il ne faudrait pas accélérer le dossier Ben Simmons, parce que là, aujourd'hui, nos amis les Sixers, si je dis pas de bêtises, on va prendre le clavier, c'est play-in. En gros, c'est play-in et ça essaye de se battre pour essayer de choper un premier tour. Là, ils sont à la porte du play-in. Ils sont à 18 victoires pour 16 défaites et ils sont en train de se faire galoper gentiment par... là, bon, les Cavs, ça va peut-être un peu chuter, mais Philly, attention. Attention. Et donc, du coup, à Philly, on se pose des vraies questions parce qu'on se dit, mais merde, on va faire ça là? On va vraiment gâcher une saison du prime de Joel Embiid? Ça pourrait faire accélérer le dossier Ben Simmons. Et en ce sens, est-ce que je mets ça? Oui, voilà. Comme ça, je sais pas. Et en ce sens, j'en voyais notamment le fait que le potentiel package qui serait le plus intéressant aujourd'hui serait autour de CJ McCollum. C'est-à-dire que lorsque vous regardez toutes les offres qui pourraient être faites et proposées autour de Ben Simmons, difficile de chercher un joueur vraiment all-star. On a parlé de De'Aaron Fox, on a parlé de CJ McCollum, on a parlé d'autres garçons. C'est très très calme sur le dossier Ben Simmons. Difficile d'avoir des gens qui veulent vraiment miser dessus. Et donc forcément, ça se pose des questions du côté de Philadelphie. Comme déjà à Portland on s'en pose, comme déjà on s'en pose dans d'autres franchises, là il y en a qui se demandent si Ben Simmons, il ne faudrait pas lâcher un peu le steak. Pour le moment, ce qui est le plus probable, c'est que Daryl Morey dise « Ah, je suis entêté, j'ai pas envie de bouger, on se donne rendez-vous cet été ». C'est ce qu'il y a de plus probable. C'est que des franchises se disent « Bon, voilà, allez, on va essayer de remettre mieux dans le package. On veut vraiment Ben Simmons parce qu'on pense que notre trajectoire est différente. » Les Wolves, par exemple, ou d'autres franchises veulent changer la donne. Portland, parce que là, cette fois, il y a une vraie rumeur de Damian Lillard qui pourrait partir. Donc cet été, il pourrait y avoir autre chose. Je pense que Philly va jouer le jeu de la patience. Et donc, ils vont très certainement dire on ne va pas accélérer les négociations autour de Ben Simmons. On veut très clairement s'assurer que ce trade, on s'en sorte vraiment vainqueur. Et donc, c'est en ça qu'il va falloir surveiller les performances des Sixers et de Joel Embiid. Parce que pour le moment, l'autre, il est complètement dingue. Il va être All-Star titulaire. Il joue à un niveau de candidat MVP. Il est monstrueux. Mais c'est pourquoi. Est-ce que Joel Embiid aussi ne va pas se ramener là? Ne soyez pas étonnés. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer dans les 5 prochaines semaines. C'est que si tu es Philadelphie et que tu commences à enchaîner les matchs compliqués, c'est-à-dire t'as tiré la langue pour battre les Raptors à Toronto, t'as tiré la langue pour battre les Hornets, tu tires la langue beaucoup de soirées, et qu'en fait t'as joué n'importe quoi. Excusez-moi, j'ai appuyé sur un mauvais bouton, c'était pas ça, c'était ça que je voulais faire. Je voulais vous montrer le calendrier des Sixers. Bon, en soi, ça va. Ils n'ont pas non plus un mois de janvier de dingo. Mais si tu es, par exemple, Philadelphie, et que même avec ce calendrier, tu as quelques petites défaites. Et donc des désillusions. Et que, dans tout ça, tu as des équipes de la conférence Est qui remontent. Je sais pas, par exemple, Atlanta, ou Boston, ou New York, qui trouvent un peu leur marque, et donc du coup, il y a des jeux de classement, et ça va pas très très bien. Parce que je vois pas pour le moment Philly rattraper Brooklyn, Chicago, Milwaukee et Miami. C'est trop fort. Et les Cavs, on va voir.
si vous avez ça. Attention aussi à un Joel Embiid qui pourrait dire, en toute légitimité, les gars, qu'est-ce qu'on branle? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis professionnel, je me ramène, je suis à un niveau de MVP, je suis sur mes deux jambes, je me défonce pour mon équipe des deux côtés du terrain. Et là, on est en train d'hésiter parce qu'on ne veut pas lâcher les tours de draft. Donnez-moi des joueurs compétents, donnez-moi CJ McCollum, donnez-moi De'Aaron Fox, donnez-moi d'autres garçons. C'est en ça qu'il va falloir faire très attention aux prochaines semaines de Philly et qu'il y a cette vraie interrogation. Ça va dépendre énormément des résultats des Sixers. Donc, je vais le remettre sur la table plusieurs fois. Lorsqu'il y aura des défaites de Philly, attention, elles vont coûter doublement cher. Voilà, je préfère être clair. Et donc c'est en ça que je parlais de CJ McCollum, puisque du côté de Portland, pour le moment, je vais y revenir après, il y a plein de garçons qui sont disponibles, mais McCollum, on va voir s'il est à nouveau apte à jouer. On sait qu'il y a eu un petit souci de poumon là récemment, et on sait qu'il y a eu aussi du Health and Safety Protocol. Donc on va voir pour CJ s'il peut rejouer à 100% sur les parquets. Si c'est le cas, accélération jusqu'au 10 février. Il y a aussi des potentiels transferts du côté de Portland. On va y revenir. Pour boucler la boucle du côté de Philly, je vous remets juste deux éléments, puisque De'Aaron Fox, évidemment, a été mentionné. Le sujet de ce live, c'est la trade deadline du 10 février 2022. Et en gros, on fait le point sur les rumeurs de transfert. Voilà, pour ceux qui veulent débarquer, ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est tout simplement un point rumeur. Il y a eu de l'intérêt de Philly pour De'Aaron Fox, ça c'est réel, mais malheureusement, il y a toute cette interrogation autour de De'Aaron Fox. Est-ce que, avec les progrès de Tyrese Maxey cette saison, le fait de récupérer De'Aaron Fox est aussi important que cela? C'est une vraie question. Et en effet, merci pour les copains qui envoient des subs dans tous les sens. J'espère que vous allez tous très bien. De'Aaron Fox fait une saison moyenne à Sacramento, c'est indéniable. Il n'est pas au niveau qu'on a vu par le passé. Tyrese Maxey, de l'autre côté, est une des révélations de cette saison. Et il y a, je suis bien d'accord, un écart de niveau entre Tyrese Maxey et De'Aaron Fox, faut pas déconner. Maintenant, si on pose la question, c'est pourquoi? C'est parce que si tu récupères De'Aaron Fox, c'est pas juste le joueur, c'est le contrat. Et si tu fais un transfert de Ben Simmons, c'est pour être contender. Et je pose la question maintenant au chat, et c'est celle que j'ai mise dans la question, donc j'ai hâte d'avoir votre réponse. Est-ce que si tu mets De'Aaron Fox à Philadelphie en échange de Ben Simmons, est-ce qu'on croit que les Sixers sont prétendants au titre? Je pose la question. Est-ce que pour vous, De'Aaron Fox, Tobias Harris, Joel Embiid, ça va aller chercher les Bucks, les Nets et même le Heat par exemple? Je suis pas sûr. Donc c'est en ça qu'il y a une vraie indécision et une vraie inquiétude sur le fait de réaliser ce potentiel transfert. Et donc c'est pour ça qu'on a un petit peu un statu quo en ce moment sur le dossier Ben Simmons, De'Aaron Fox, CJ McCollum, à voir s'il pourrait y avoir d'autres garçons qui rentrent dans l'équation. Mais voilà du côté de Philadelphie. Boucler la boucle à Philadelphie, c'est obligatoire en passant aussi par Ben Simmons et les Cavs. Certains ont vu le rapport qui a été fait par Adrian Wojnarowski il y a quelques jours. Les Cavs sont en effet intéressés par Ben Simmons. Ils ont perdu hier Ricky Rubio pour le reste de la saison. Terrible nouvelle pour les Cavs. Rupture des ligaments croisés pour Rubio qui s'est blessé à New Orleans. C'est vraiment la pire des nouvelles qui pouvait arriver. Déjà qu'il n'y avait pas pu avoir Colin Sexton ces dernières semaines. Déjà qu'on avait toutes ces perspectives et promesses des Cavs avec leur début de saison. Il y a une interrogation chez les Cavs. C'est faut-il faire ce transfert pour récupérer un joueur comme Ben Simmons? Si oui, à quel poste on le fait jouer, parce que c'est pas comme s'il y avait un front de courte de malade qui était déjà là. Et donc, voilà, sur le dossier, il faudra voir si la blessure récente de Rubio va impacter les choses. C'est-à-dire, est-ce que, si vous êtes les Cavs, vous étiez déjà intéressé il y a quelques jours par le dossier Ben Simmons, est-ce que vous accélérez la donne? Ou est-ce que, parce que là, vous devez vous ajuster, vous allez partir plutôt sur d'autres garçons comme Dennis Schroeder, Goran Dragic, je sais pas, moi, Corey Joseph. Et est-ce que c'est à la hauteur de vos ambitions? C'est là que c'est vraiment compliqué pour nos amis les Cavs, et que peut-être sur le dossier Sixers, ça va être un peu pareil, un petit peu silencieux. Parce que je crois très clairement que les Cavs sont dans du win now. C'est pas aller chercher le titre, mais c'est montrer aux fans et au reste de la conférence que le projet est béton. Ils ont envie. Donc ils ont envie de conserver leur place en playoff, malgré là toutes les blessures qu'ils ont. Est-ce que tu forces des transferts pour en arriver jusque-là? C'est là que c'est compliqué, et en effet la blessure de Ricky Rubio est absolument horrible. Ils n'ont pas Sexton, ils n'ont pas Ricky Rubio. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Dans tous les cas,
il faudra surveiller sur les 5 prochaines semaines ce que ça va donner, à la fois à côté Philly avec Ben Simmons et à la fois avec les Cavs, qui pourraient peut-être redevenir une franchise très très sérieuse sur le dossier Ben Simmons et qui va dire non les gars, nous il faut qu'on accélère, il nous faut Ben Simmons à 100%, il faut qu'on l'intègre, et donc on a Darius Garland en 1-2, Ben Simmons en 1, Jarrett Allen et Evan Mobley, et on se démerde. Après évidemment, quelle contrepartie filer aux Sixers pour qu'ils puissent lâcher Ben Simmons, ça ne sera pas un trade évidemment d'une franchise à une autre, on le rappelle, je l'ai dit et répété, c'est quasi impossible qu'on ait un transfert entre Philly et une seule équipe. Pour Ben Simmons, il faudra plusieurs franchises. Et donc, quelqu'un peut récupérer les pics, quelqu'un peut récupérer les joueurs ou les fins de contrat de Kevin Love ou d'autres garçons, etc. pour que Ben Simmons soit transféré. On enchaîne. On n'a pas le temps. Petit passage rapide par Orlando pour vous dire que, évidemment, Terence Ross, il est disponible, tout comme Gary Harris, d'ici le 10 février. C'est du vétéran qui rentre ses shoots à 3 points et qui a de l'expérience. Le prix commence à circuler dans les coulisses de la ligue. On parle de 2 second tour de draft, j'en parlais tout à l'heure avec Caris LeVert. C'est un petit peu comme Evan Fournier l'an dernier. Terence Ross, c'est du shoot à 3 points, du shoot à 3 points et du shoot à 3 points. Des grosses finitions au Tomar. Un joueur qui peut rentrer dès demain dans un effectif et dire, voilà, je te mets entre 13 et 17 points de moyenne. Je prends mes shoots à 3 points et tu te débrouilles avec. Et en plus, il est sous contrat. Donc, ça va être une potentielle bonne opération pour une franchise qui va le récupérer. Ce seront plutôt des contenders qui voudront aller le chercher. Donc, peut-être par exemple Denver, je vois qui est mentionné, les Lakers, mais il va falloir mettre beaucoup de choses dans le package et on va y revenir dans quelques secondes puisque ça fait partie des rumeurs que j'ai mentionnées hier. Voilà, sachez juste que Terence Ross, comme Gary Harris, est disponible et que ce sera à surveiller d'ici les 5 prochaines semaines. Petit passage rapide par Houston. On parlera après d'autres franchises. Je vois qu'il y en a plein qui ont des questions. Houston, on sait que John Wall évidemment est sur la liste des transférables, mais il est intransférable avec son contrat. Je rappelle qu'il va toucher 91 millions de dollars sur les 2 prochaines saisons, John Wall. Dont une player option à 47 millions de dollars cet été. Et donc, il y a 3 joueurs qui sont à surveiller sur la piste des transferts. Eric Gordon, qui est excellent en ce moment du côté de Houston et qui est en train d'exploser sa cote sur le marché des transferts. Christian Wood, toujours aussi bon numériquement, mais mauvais dans les aspects les plus importants du jeu, nous disrespecte. Et on a aussi Daniel Theis, qui a signé un contrat assez chouette du côté de Houston et qui pourrait du coup représenter le genre d'addition que vous voulez mettre dans votre effectif en deuxième partie de saison. Je le répéterai jamais assez, la trade deadline, c'est notamment l'occasion pour des équipes de blinder leur banc, de s'assurer que s'il y a des absences ou des blessures, on a des armes supplémentaires. Et donc Daniel Theis pourrait représenter cette option-là. Regardez son contrat, 8 millions, 8 millions, 9 millions et 9 millions. Yo Bastien, c'est l'heure de la sieste. Quentin, quel plaisir de te voir à 7h si tôt. Bah, je suis désolé, oui, c'est un petit peu tôt par rapport au aller café d'habitude de minuit. Mais lorsqu'on parle de transfert, j'aime bien être présent. Et puis après, j'aurai d'autres business à faire ce soir avant les matchs. Aller voir notamment un copain et dîner avec. Voilà, toujours à distance. Et en respectant les gestes barrières. Toujours assis comme ça passe au-dessus de nous. Je vous mets juste cette merveille. Ça s'appelle évidemment la grille des salaires des Rockets. Voilà, avec toujours ces 10 secondes de silence pour le contrat de John Wall. Mais donc, comme je disais, Daniel Theis, on est toujours sur un contrat très abordable et facile à transférer. Pareil pour Christian Wood. Un peu plus compliqué pour Eric Gordon. Mais Eric Gordon, récemment, Eric Gordon, ça envoie du petit pâté. Eric Gordon, cette saison, c'est 15 points de moyenne à 45% à 3 points. Vous savez que ça, il y a du monde qui va toquer à la porte. 15 points de moyenne à 45% à 3 points, tu prends. Donc, parmi les contenders, il y en a qui vont aller les chercher. Je vous parle notamment de franchises, si vous regardez le haut du tableau, comme par exemple celle qui veut un petit peu se blinder. Il faudra surveiller, par exemple, ce qui se passe avec les équipes qui veulent attaquer le haut du tableau. Boston, New York. On sait aussi que Charlotte va vouloir être agressif. On sait que Atlanta va vouloir remonter dans le haut du panier. Indiana, on l'a dit, il va y avoir du business. On sait qu'à l'ouest, ça se renforce. La course à l'armement que vont faire les Warriors, on va en parler. Les Suns, le Jazz, les Grizzlies qui ont envie aussi de cimenter leur place dans le top 4 de la conférence ouest. Denver qui veut profiter justement d'une année de prime de Nikola Jokic. Que vont faire les Lakers, les Mavs et les Wolves qui ont un vrai coup à jouer. Les Kings aussi qui veulent bien évidemment rejoindre le Play-in Tournament. Ça fait partie des options à surveiller. Donc, Daniel Theis, Christian Wood, Eric Gordon, 3 potentiels transférables. Je ne pense pas que les 3 seront transférés, mais c'est à surveiller chez nos fans des Rockets et chez les franchises qui veulent se renforcer un petit peu. On enchaîne avec nos amis les Lakers.
Et là, je m'étire. Alors, bien évidemment, avec nos amis les Lakers, il y a toujours quelque chose à dire. Que ce soit sur le match de hier soir ou celui d'avant-hier. Blablabla. Bon anniversaire, LeBron. 2 joueurs sont aujourd'hui mentionnés dans la liste des transférables. Il y en a plein, mais c'était important de donner des dates. De par la nature de son contrat, Kendrick Nunn est déjà transférable depuis le 15 décembre. Talen Horton-Tucker, c'est différent, il est transférable qu'à partir du 15 janvier. Donc j'ai envie de vous dire, déjà, lorsque vous êtes avec les Lakers et que vous voulez avoir des rumeurs de transfert, je pense que ça va beaucoup plus s'accélérer autour du 15 janvier que là. Il y en a plein qui font des mentions de Russell Westbrook. À titre personnel, on va en faire un apéro, je pense, avec Alex. J'ai du mal à croire qu'un transfert de Russell Westbrook aura lieu là dans les prochains jours. Prochaine semaine peut-être, mais dans les prochains jours, je ne crois pas. Voilà. Il y a d'autres raisons qui expliquent que les Lakers ne vont pas cette saison. On en reparlera dans un gros apéro. Ce qui est sûr, c'est que donc Talen Horton-Tucker et Kendrick Nunn sont dans les transférables, mais le management de Los Angeles a l'air d'être assez cramponné quand même à une idée qui est une vraie réalité, c'est que cette équipe n'a pas pu encore trop jouer ensemble. Il y a eu beaucoup trop de blessures jusqu'ici. Tu n'as pas pu compter trop sur Trevor Ariza, tu n'as pas pu compter sur Kendrick Nunn, tu as pu à peine compter sur certains vétérans en sortie de banc, et donc on se pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas déjà voir ce que ça donne avec des Lakers qui sont un peu plus au complet ? Dans un mois, donc fin janvier, on aura peut-être les premières vraies minutes ensemble plusieurs jours de suite de Anthony Davis, LeBron James, Russell Westbrook et d'autres garçons sur les côtés. Mais là, tu dois faire avec des pièces manquantes. Tu dois faire avec du Avery Bradley, du Malik Monk, etc. Donc du coup, ça crée des décalages dans les rotations et ça crée les résultats qu'on voit en ce moment. Dans tous les cas, c'est à surveiller. Je vous pose la question parce que je sais que le chat est en feu total et les gens qui sont en replay aussi. Vous m'avez posé la question sur Russell Westbrook. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il peut y avoir un transfert de Westbrook par les Lakers d'ici le 10 février? Non, quand même. C'est pas possible. Je sais bien que pour certains, c'est la solution miracle, mais quand même. Non. Puis il a un contrat, l'autre. Hein. C'est comme John Wall. Hein. Pour aller le transférer, tu fais pas ça contre n'importe quoi. Hein. Il a fallu débarquer quand même Kyle Kuzma, KCP et Montrezl Harrell pour l'avoir. Donc, un peu tendu. Bon, dans tous les cas, vous dites non. Je suis bien d'accord. On en reparlera dans un gros apéro avec Alex dans les poufs. J'enchaîne du côté de Détroit puisque Jeremy Grant transférable a été mentionné. Hein, côté Lakers contre une base qui inclut Talen Horton-Tucker. Je rappelle que c'est une base qui inclut. Hein, je crois qu'il y a des fans qui ont vu cette news et qui m'ont dit waouh, Talen Horton-Tucker contre Jeremy Grant, incroyable comment on gagne le transfert. Non, c'est pas ça. C'est une base, Talen Horton-Tucker. Et après, je te prends de futurs pics de draft. Déjà qu'ils en ont plus jusqu'en 2027, je crois, les Lakers. Des vrais pics du premier tour. Il faudrait prendre celle de 2027 et de 2028 potentiellement. Et Détroit pourrait se faire plaisir. Ah, vous voulez Jeremy Grant? Parfait. Bah, donnez-nous ça là. Hop là. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'à Détroit, Jeremy Grant il est disponible parce que la reconstruction elle va se faire autour de Kate Cunningham avec le ballon entre ses mains. Et on a Kelly Olynyk qui a été signé cet été et dont le deal est assez facile à transférer. Je vais vous mettre ça sous les yeux. Ça c'est du côté de Houston. On va voir du côté de Détroit. Détroit? Qu'est-ce qu'ils ont Détroit avec Olynyk? Regardez, 13 millions la saison. Facile ça à transférer. Et Kelly Olynyk, ça reste quand même un garçon qui va rentrer 40% de ses tirs à 3 points, qui est intéressant à mettre en sortie de banc dans une équipe contender. Pareil, des équipes vont aller viser un Kelly Olynyk et dire Kelly Olynyk ou Daniel Theis qui récupérait ou Christian Wood. Jeu de domino à venir sur la trade deadline donc de 2022. Kelly Olynyk à surveiller avec Jeremy Grant. Je ne sais pas si les deux seront transférés. Je pense plus que Kelly Olynyk sera tradé avant Jeremy Grant. Jeremy Grant, on rappelle qu'il est blessé actuellement au pouce, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ça va être un petit peu tendu pour lui d'avoir une cote énorme puisque il y a des incertitudes sur sa situation physique. Voilà, je pense qu'il y a plus de chances que ce soit Kelly Olynyk et Corey Joseph de transférer en premier plutôt que monsieur Jeremy Grant. On enchaîne avec nos amis les Warriors. Je sais que certains ont vu des rumeurs autour de Miles Turner, autour d'autres garçons, autour de retour de certains joueurs. L'attitude, pour le moment, elle n'a pas bougé à Golden State. Pour le moment, on est sur du statu quo. C'est-à-dire, la priorité, c'est de ramener Klay Thompson dans l'effectif. Il y a Jordan Poole, il y a Klay Thompson, il y a James Wiseman aussi à ramener. Il y a Kuminga qui a été un petit peu responsabilisé. Bref, l'effectif
est dans le top de la conférence Ouest, et il faut essayer de voir ce qui peut se passer. Certes, les Warriors sont dans une course à l'armement, parce qu'ils sentent qu'ils peuvent aller chercher potentiellement le titre avec ce groupe. Mais tu ne vas pas non plus défoncer ta flexibilité juste pour quelques mois là de gros kiff. Il faut déjà bien réintégrer Klay Thompson et voir ce que ça donne. La vraie question, elle est au poste de pivot, parce qu'on le sait, du côté de Golden State, là, DeAndre Ayton, il est passé pour Will Chamberlain. On a eu plein de pivots qui sont passés là contre Golden State et qui ont eu l'air de passer pour Hakeem Olajuwon et compagnie. Donc Kevin Looney, c'est trop léger. James Wiseman, c'est trop jeune. Il faut peut-être un pivot. C'est pour ça qu'il y a eu des rumeurs sur Sabonis, sur Miles Turner, sur d'autres garçons, etc. Mais de là à avoir un vrai move fait par les Warriors, je ne sais pas. Je pense beaucoup plus au marché du buyout, avec peut-être un pivot qui pourrait se ramener plutôt en mars. Mais en tout cas, comme je le disais hier sur Twitter, voilà, je crois que si on s'attend à des gros transferts des Warriors, calma. Il faudra d'abord réintégrer Klay Thompson là dans une dizaine de jours, puis James Wiseman dans l'effectif. Je boucle la boucle, parce qu'après j'aimerais bien faire un Q&A et répondre à certaines de vos questions dans le chat. Avec les Suns, nos amis les Suns, ça y est, qui commencent à faire circuler un joli petit package. On le sait, Dario Saric, il est blessé depuis les playoffs derniers, les finales. On sait que Jalen Smith, il a du potentiel, il a été drafté. On sait aussi que les Suns, ils ont un tour de draft. Hop, 1 + 1 + 1, ça fait 3 et ça fait un joli package. Phoenix a absolument envie de renforcer son poste 4 et de remporter le titre. Bien évidemment, regardons la profondeur d'effectif des Suns. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher au poste de pivot. DeAndre Ayton, Javel McGee, impeccable. À la main, t'es content d'avoir Chris Paul et Cameron Payne. Au poste d'arrière, t'as Devin Booker et tu peux avoir, bien évidemment, un petit Landry Shamet qui va venir ou peut-être une option qui va débarquer par la suite. Peut-être un Eric Gordon, etc. Au poste 3, Mikal Bridges, et tu peux alterner au poste 4 avec du Jay Crowder, bref, il y a des options. Mais qui sont les véritables backups sur le poste 3-4 et qui peuvent apporter de la taille? Et qui peuvent permettre notamment aux Suns de jouer petit. C'est-à-dire, tiens, on va faire un small ball de la mort qui tue, où on va mettre Chris Paul, Devin Booker, Mikal Bridges, Jay Crowder, et un autre 4 qui est capable d'être ultra mobile, et donc créer des lignes de pénétration absolument monstrueuses. C'est là que ça parle, évidemment, je sais qu'il y a Cam Johnson, évidemment, dans la rotation, qui est remplaçant en 4, mais tu essayes toujours, quand tu vises le titre, d'avoir des options supplémentaires. Et donc, c'est ce qui fait que les Nets, par exemple, ont été prendre Paul Millsap. C'est ce qui fait qu'on peut avoir des rumeurs sur Thaddeus Young. C'est ce qui fait qu'on peut avoir plusieurs franchises qui vont se ramener sur le marché du buyout, essayer d'avoir des bons garçons. Sauf que le marché du buyout, c'est des joueurs souvent, bon, c'est pas mal, mais c'est pas tous les jours que tombe un Blake Griffin. Par contre, tu peux faire des transferts. Et c'est là que récupérer Jalen Smith et le potentiel retour de Dario Saric de blessure, ça pourrait être une vraie option. La fenêtre de tir, elle est maintenant pour les Suns. Tu es au top de la conférence Ouest. Tu es intouchable. Tu joues trop bien. Chris Paul, il n'est pas éternel. Donc c'est maintenant qu'il faut activer. Et c'est en ça que James Jones et le management de Phoenix posent vraiment les clés sur la table et dit hey les gars, venez chercher Dario Saric, venez chercher Jalen Smith, venez chercher un tour de draft. Si vous avez un très bon ailier fort ou 3, ça peut vraiment nous intéresser. Ce sera à suivre. Je pense que Jalen Smith ne passera pas le 10 février, mais c'est à vérifier. Dans tous les cas, les Suns vont être très certainement actifs d'ici à trade deadline pour cette fameuse course à l'armement. Un petit Eric Gordon, on me dit dans le chat, c'est vrai qu'Eric Gordon, ce serait parfait pour les Suns. À voir, ouais, tout à fait. Christian Wood, peut-être, à voir comment les Rockets marchandent tout ça. Dans tous les cas, vous voyez, il y a ce qu'on appelle des acheteurs et des vendeurs. Les vendeurs, c'est plutôt nos amis dans le bas du classement et qui ont des bons contrats, donc les Rockets. Et les acheteurs, ce sont plutôt les équipes, ou donc Orlando. Et les acheteurs sont les équipes qui sont plutôt dans le haut du panier et qui ont envie de se renforcer pour aller chercher le titre. Par exemple les Suns et par exemple d'autres franchises. En parlant d'équipes qui veulent aller chercher le titre, attention. Et là, je demande toute votre attention. C'est un des dossiers qui fait le plus peur les coulisses de la NBA en ce moment. Et je vous le dis parce que, notamment, certains se penchent sur les Nets et se disent que se passe-t-il. Au fil des années, les Nets ont accumulé quelques petites trade exceptions. Transfert de Spencer Dinwiddie, ça leur a apporté notamment une 13 millions de dollars, si je dis pas de bêtises, dans leur récent cap. À force d'accumuler des trade exceptions, pareil pour DeAndre Jordan, pour ses coups, ils ont pu avoir cette marge de trade exception de 20 millions de dollars. Nick Claxton va être agent libre restreint cet été et Joe Harris a été potentiellement discuté comme un joueur qui pouvait être transféré. Brooklyn
qui est donc en train de récupérer Monsieur James Harden à fond les ballons, qui va bientôt récupérer Kyrie Irving, j'en parlais hier, il va probablement faire ses débuts le 5 janvier à Indiana ou le 12 janvier à Chicago. Kevin Durant sort ce soir du protocole Covid. Vous avez donc 3 superstars qui vont être là, LaMarcus Aldridge qui fait sa saison, Patty Mills aussi, Bruce Brown et DeAndre Bembry aussi, et donc du coup, à Brooklyn on se dit mais attends. Là on peut avoir très clairement un pivot qui peut nous rendre absolument injouables. Vous croyez que Sean Marks il se pose pas la question? C'est à surveiller de très près. Et je vous le dis parce que certains vont se ramener en disant what, putain c'est cheaté, oh là là les Nets comment ils ont fait. Voyez justement la structure et comprenez qu'un joueur comme Nick Claxton peut être hyper attirant. Il a fait un match énorme le soir de Noël et c'est pas, ça n'a pas été inaperçu dans beaucoup de bureaux de la ligue. Joe Harris reste un vrai sniper et donc certains se demandent s'il ne faudrait pas récupérer, voilà par exemple Miles Turner. Vous voulez ajouter Miles Turner aux Nets? Un pivot qui shoot à 3 points et qui contre tout à l'arceau. C'est pratique. Voilà. Ça peut représenter une option. Dans tous les cas, c'est à surveiller de très très près avec nos amis les Nets et donc leur fameuse trade exception parce qu'ils voudront l'utiliser. On avait déjà parlé il y a quelques semaines. Et je pense qu'ils vont s'activer gentiment sur le dossier. Une fois que Kyrie sera bien réintégré, ils vont se dire bon, parfait, le 10 février. Ah oui, c'est après-demain. Tiens, qui veut ça? Qui veut quoi? On vous donne. Je termine évidemment avec 2 dernières infos. Non, d'abord, tiens, je vais finir sur la boucle Nets. Sur l'extension de James Harden. Attention, les fans vont me rentrer dans la gueule. Ah, trash talk, bande de haters. Non, bien évidemment, rien à foutre de ça. James Harden est absolument énorme en ce moment. Il a été très très bon le soir de Noël. Et on n'a plus à prouver ce qu'il a déjà prouvé en NBA. Juste, il y a une interrogation. James Harden n'a pas été prolongé par les Nets. Il y a eu des discussions, mais il n'y a pas eu de prolongation cet été. Ça a été le cas de Kevin Durant, ça n'a pas été le cas de James Harden. Donc la saison va se dérouler. Mais ensuite, Harden, il est éligible à une extension de contrat. Ouvrez bien vos oreilles, de 227 millions de dollars sur 4 ans. 227 millions de dollars sur 4 ans. J'ai regardé les détails du deal. James Harden, s'il signe cette extension, deviendrait le premier joueur de l'histoire à toucher 60 millions de dollars la saison. 60 millions. Toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer. Harden va être éligible à cette extension. Est-ce qu'il va demander ce prix-là? Est-ce que Harden se dit, bon bah écoutez, je peux comprendre qu'il faut faire des ristournes, donc j'accepte de faire des ristournes. Et donc il se dit, bon bah voilà, j'ai assez de fric avec Adidas, j'ai assez de fric avec ma carrière, bon, je pense que je peux faire une petite ristourne. Si c'est le cas, en discussion avec KD et tout, formidable pour les Nets, prolongation, on n'en reparle pas. Mais si Harden se ramène à table et dit, je prends cette extension max, attention. Parce que est-ce que Brooklyn va vouloir mettre un max sur un James Harden qui va quand même commencer à devenir un peu plus âgé? Là, 227 millions de dollars sur 4 ans. Bon, ça peut très vite devenir compliqué. Et en effet, je vois que Vico le mentionne, il avait eu une prolongation proposée par les Rockets de 100 millions de dollars sur 2 ans pour justement aller chez nos amis les Nets. Donc plutôt jouer le titre. Et il va jouer le titre, et l'idée pour les Nets, c'est de remporter le titre cette saison, autour d'un KD MVP et d'un Harden qui commence à redevenir létal. Mais je dis juste, il faut clairement garder ce dossier en tête, parce que Harden va bientôt devoir être prolongé, et il faut voir quel va être le tarif demandé. Stephen Curry a pris une augmentation là, de 220 millions ou 200 millions là sur 4 ans, il est en train de prouver avec une saison de MVP. Pour le moment, Harden ne montre pas une saison de MVP. Il est en train de retrouver des standards qui sont ceux d'une saison de MVP, mais les premières semaines, ça a quand même été un peu compliqué. Et donc c'est pour ça qu'il faudrait, que les Nets aient gagné le titre, et que 2, ils puissent peut-être discuter un petit peu avec les décisionnaires de Brooklyn et dire, bon bah les gars, je peux accepter une ristourne. Voilà. C'est à vérifier. Et donc c'est notamment en ça que, comme certains avaient vu, j'en avais parlé, à Philadelphie, on surveille ce dossier de très très près. Parce que si ça se passe mal, les premiers qui iront toquer à la porte de James Harden, c'est Daryl Morey, l'homme qui l'a mis en avant plus que n'importe quel autre être humain chez les Rockets, et toute la clique, Joel Embiid, etc., qui vont dire « Ah, tu
Tu veux être encore plus responsabilisé, mais viens faire le pick and roll Joel Embiid de James Harden. Ce que je veux dire, c'est que comme je l'ai souligné là, il n'y a pas de crainte pour le moment. Il n'y a pas de quoi stresser, mais c'est un vrai dossier à surveiller. Parce qu'il va falloir prolonger Monsieur James Harden. Du coup, pour terminer, on fait évidemment ça dans la joie et la bonne humeur, puisqu'on va parler des Blazers. Nos amis de Portland. Tiens, il y a Malcolm Brogdon, Chris Duarte, Isaiah Jackson qui rentrent dans le protocole Covid des Pacers. Bah, formidable, parfait. Non, on leur souhaite évidemment bon courage. On va parler de nos amis les Blazers, qui sont absolument à chier en ce moment et qui veulent quand même renforcer l'effectif autour de Damian Lillard. Il y a aussi des histoires de taxes. Je suis absolument désolé de devoir mettre ça sur la table, parce que je sais que souvent on parle de sportifs, etc. Mais les franchises NBA sont aussi des institutions à plusieurs millions et milliards de dollars. Et donc, bah, un des objectifs, c'est de passer sous la... Un des objectifs est de passer sous la barre de la taxe pour les Blazers qui en ont un peu marre de donner des salaires à des joueurs qui font un premier tour de playoff. Et donc c'est pour ça que Yusuf Nurkic et Robert Covington sont les joueurs visés en premier. On a eu Larry Nance qui a été évidemment mentionné parce qu'il attire beaucoup de franchises. Il y en a qui veulent Larry Nance en pivot remplaçant ou en ailier fort remplaçant parce qu'il est capable de stretch, shooter à 3 points et très bien défendre. Fine. Mais c'est pas son contrat qui va régler la donne. C'est pas le contrat de Nasir Little ou d'Anthony Simons qui vont régler la donne. La vraie réalité, c'est... Allons voir à Portland. Faisons les choses dans les règles de l'art. Mais ça suffit, oui. Oui, on va nous amuser. Tiens. Ah bah tiens. 24 millions, les loulous. Vous voyez que c'est quand même autre chose, hein. 24 millions pour les deux... 24 millions, voilà, pour les deux garçons. Pendant que Larry Nance à lui seul défend mieux et touche 11 millions. Et donc c'est pour ça que ce serait bien de faire peut-être un petit transfert. Malheureusement, la cote de Porzingis, la cote de Nurkic et de Covington n'est pas tip top. Hein. C'est-à-dire que Covington, qui avait une super image en tant que 3&D, il n'y a plus trop le 3 et le D. Hein. Je veux dire, ça va au shoot, hein, il est toujours capable de faire des grosses soirées, mais défensivement, on n'a plus du tout le même peps qu'avant. Et alors Yusuf Nurkic, je pense qu'on est très très clair, c'est pas un pivot titulaire d'une équipe lourde en NBA. Ça peut être un pivot titulaire, mais pas d'une équipe contender. Voilà. Donc du coup, il faudra surveiller pour des raisons de sportifs et de financiers les cas Nurkic et Covington. Je pense que ça va être un joli petit jeu de domino. Je ne serais pas étonné que Robert Covington soit transféré en premier et qu'ensuite ce soit le cas de Yusuf Nurkic. Et puis après, vous savez comment ça se passe. Hein. Si c'est les deux, après tu as CJ McCollum, etc., etc. Voilà gentiment pour ces petites données. Du coup, si je fais les choses bien et que je me mets le chat sous les yeux, ce qu'on va... C'est étonnant que ça me mette comme ça alors que j'ai pas le visuel. C'est bon? Voilà, vraiment c'est impeccable. Je vais pouvoir prendre plusieurs de vos questions. On va se prendre les dernières minutes là, les 2-3 dernières minutes pour répondre à des questions. Je les prends en speed et après je mettrai tout ça évidemment en replay sur YouTube pour pouvoir interagir un petit peu avec vous parce que je sais qu'il y a plein de questions dans tous les sens et que c'était juste un petit point trade deadline pour discuter avec vous. Bastien, ça dit quoi Tyreek Evans? Je sais pas, peut-être de retour. Là je vais surtout me concentrer sur les questions de trade deadline hein, parce que qu'est-ce que je pense de Ja Morant, il est super fort. Est-ce que à OKC ça bouge? Il y a eu des rumeurs, il y a Kenrich Williams qui vient de se blesser, il y a eu des rumeurs sur lui, sur Kenrich Williams. Mais ça j'en reparlerai un peu plus en détail la prochaine fois, mais oui, il peut y avoir du mouvement toujours parce qu'il y a de la flexibilité à aller chercher. Derek Favors aussi du côté de OKC. Est-ce que Christian Wood ça bouge? Oui, je pense que ça a bougé. Ah oui, non mais les questions sur le play-in et sur les contenders, les copains, moi je m'occupe surtout de la trade deadline. On aura l'occasion de discuter de toutes ces choses-là. Robert Covington aux Suns par exemple, ça peut être une option, mais attention, qu'est-ce que tu lâches en échange d'une demi-saison? Parce que est-ce que Robert Covington prolonge chez les Suns et à combien il prolonge et est-ce que tu as envie de le prolonger? Pas sûr. Bradley Beal à Boston sans toucher à Tatum ou Brown, est-ce que c'est faisable? Oui, mais dans 6 mois, en tant qu'agent libre. Et là il va falloir discuter très fort. Qui vois-tu bouger en premier? Caris Levert. Est-ce que Kelly Oubre peut être une belle monnaie d'échange contre un 5? Alors oui, tout à fait, Philly Gang. Mais Kelly Oubre fait une super saison en sortie de banc à Charlotte et j'ai du mal à croire qu'ils vont le bouger. Je pense que ce seront d'autres pièces, comme
retenez bien, PJ Washington, qui pourrait être un des joueurs les plus transférables du côté de Charlotte dans les semaines à venir. Il est plus autant au centre des préoccupations des Hornets, même s'il est très bon, hein. Mais c'est plus une monnaie d'échange qu'un joueur qui est là pour durer à Charlotte. Donc voilà. Des pistes pour un intérieur aux Bulls, je parlais notamment de protection d'arceau il y a quelques jours et de voir comment est-ce qu'on pouvait aider Nikola Vucevic. Pour le moment, c'est pas une priorité. On va laisser Arturas Karnisovas faire ses dingueries à la trade deadline. Je pense qu'on va un petit peu plus se pencher sur le marché du buyout et voir s'il y a des garçons qui pourraient rejoindre notamment nos copains de Chicago, mais pour le moment pas trop de pistes sur le poste de pivot à Chicago. En tout cas, pas trop de traction. Et ça devrait pas trop bouger puisque les Bulls, ça déroule. Donc non, normalement, pas trop à voir. Est-ce que ça bouge à Miami? Miami, non, pas trop pareil. Pour le moment, il n'y a pas du tout de move et Pat Riley, c'est pas trop dans la tradition de faire des mouvements en cours de saison. Ils ont fait leur trade deadline cet été. Ils ont récupéré PJ Tucker, Kyle Lowry. Ils veulent qu'il y ait juste de la continuité. En fait, en quoi ça bouge Miami? C'est juste retrouver les joueurs blessés. Les seuls mouvements qu'il peut y avoir, c'est sortie de kinésithérapie et sortie de Health and Safety Protocol. Mais je vois pas Miami bouger. Est-ce que Brook Lopez est transférable? Ça va être compliqué avec ses soucis au dos. C'est pour ça qu'on se pose des questions à Milwaukee et qu'on essaie de récupérer du petit DeMarcus Cousins et du pivot en option. Des rumeurs sur les Grizzlies. Pour le moment, il y en a sur Kyle Anderson. Je vais peut-être écrire dessus en détail. Kyle Anderson qui n'est plus autant dans les plans des Grizzlies qu'avant. Le rôle a pas mal changé. J'ai entendu 2-3 bruits et rumeurs qu'il pouvait y avoir sur Kyle Anderson pour essayer de renforcer peut-être le banc de Memphis. On voit que maintenant, ils ont, avec l'évolution de Desmond Bane, avec l'évolution de Dillon Brooks, ils ont une traction. Jaren Jackson Jr., Desmond Bane, Dillon Brooks, Ja Morant. Kyle Anderson n'est plus aussi intransférable que ça avait pu être le cas, donc à Memphis, ce sera à surveiller. Et c'est une belle pièce en échange, donc quelqu'un pourra essayer de récupérer. Des news sur les Spurs, pas trop. On reste toujours sur la même dynamique. Il y avait eu des rumeurs sur Derrick White il y a quelques mois. Mais là, on est sur une bonne dynamique à San Antonio. Donc, il y aura surtout des rumeurs autour de Thaddeus Young. Potentiellement sur Bryn Forbes. D'autres joueurs aussi qui vont rentrer dans les équations. Mais il peut y avoir du mouvement. Mais en tout cas, les rumeurs qu'il y avait sur Derrick White et sur Dejounte Murray vont gentiment se calmer. Juste à surveiller Lonnie Walker. Qui fait partie aussi des garçons qu'il faudra bientôt prolonger. Et qui pourrait être une monnaie d'échange du côté de San Antonio. Est-ce que ça bouge chez les Clippers? Il y a eu évidemment toujours autant d'interrogations sur certains joueurs. C'est Serge Ibaka, surtout la pièce qui est le plus mentionnée dans un potentiel transfert. Après, il n'y a pas non plus 36 000 pièces à devoir aller chercher parce que tu es en saison de transition, tu as juste envie que Paul George et Kawhi reviennent. Je surveillerai Serge Ibaka, très très fort. Après, c'est peut-être Ivica Zubac avec le développement de Isaiah Hartenstein, mais pas vraiment de choses qui font vraiment chauffer les Clippers. C'est pas comme s'ils étaient dans des résultats absolument terribles. On l'a vu, ils se sont bien débrouillés hier du côté de Boston pour vaincre le chantier de nos amis les Celtics. Boston, pour le moment, n'ont pas trop d'infos. Boston va être un acteur, de ce qui se dit beaucoup, va être un acteur assez actif de la trade deadline. Ça parle notamment de ce que Brad Stevens nous a montré sur ses premiers mois à la tête des Celtics. Notamment, on a vu avec le transfert à leur Ford Kemba Walker. Il a récupéré aussi d'autres pièces, un petit peu à droite à gauche. Pas étonné s'il y a d'autres mouvements qui ont lieu. Dennis Schroeder a été mentionné dans les pistes de transfert. Une belle pièce affilée à une autre franchise. Et toujours cette envie à Boston d'avoir une troisième star autour de Tatum et Brown. À voir si ce sera là dans ce timing ou plutôt cet été. Je parierais plutôt sur cet été, mais on peut être surpris. En tout cas, il y a plutôt des certitudes sur Robert Williams, Jason Tatum et Jaylen Brown. Et il faut voir autour ce qui est transférable. Aaron Nesmith, Peyton Pritchard, Josh Richardson, etc. etc. Voilà. Est-ce que Siakam à Utah c'est possible? C'est possible, mais pour le moment Siakam est en train de régaler et Masai Ujiri essaie de faire monter la cote pour que il soit bien intégré déjà dans l'effectif. Siakam a régalé là contre Philadelphie et donc il faudra voir si ça se confirme, surtout pour qu'il redevienne à nouveau un joueur très appétissant sur le marché des transferts. C'est pas encore trop le cas, il faut confirmer. Quel joueur faudrait-il aux Hawks pour aller en playoff? Il faudrait juste l'effectif en fait. C'est juste une des équipes les plus décimées en ce moment, donc il faudra juste que l'effectif soit complet et j'ai pas trop de doutes. Voilà. Vraiment, je suis pas très inquiet, je vais vous avouer. J'en prends encore deux et après je vais devoir enchaîner.
Lakers, ça bouge, ça on va en reparler, mais je pense que oui, il y aura du mouvement du côté des Lakers, mais pas sur les 3 plus gros. Je pense que ce sera plus sur des joueurs qui n'ont pas encore fait leurs preuves. Là, Ken Bazemore, Kendrick Nunn, de la déception autour de Bazemore. Kendrick Nunn, on n'a pas encore eu assez d'échantillons pour le juger vraiment. Et Horton Tucker, il y a des vraies interrogations. Donc voilà pour les Lakers. Et une dernière. Est-ce que Sexton et Rubio ça bouge? Eh bien justement, on va surveiller du côté des Cavs s'il y a des mouvements à venir. Je pense que Kobe Altman va être actif. Il a envie que ces Cavs aillent en playoff. Ils viennent de perdre Sexton et Ricky Rubio. C'est très dur. Ils essayent de consolider ce qu'il y a autour de Darius Garland, Jarrett Allen et Monsieur Evan Mobley. Je ne serais pas étonné si les Cavs font quelques petits ajustements. Attention à certaines têtes qui pourraient tomber. On a apprécié la saison de Kevin Love jusqu'ici. Est-ce qu'il va redevenir retransférable? On a apprécié aussi les rumeurs sur Cedi Osman il y a quelques semaines, à voir s'il est à nouveau transférable. Dans tous les cas, on reviendra dessus. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais vous faire plein de bisous. Vous souhaitez une excellente soirée. Remerciez tous les copains et copines qui étaient là, ceux qui ont envoyé des subs dans tous les sens. On aura très probablement ce replay, soit dans la soirée, mais peut-être plutôt demain sur YouTube, parce qu'il y aura un peu de montage, là, vu qu'il y a eu un petit RIP. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Faites attention à vous. On est sur les fêtes de fin d'année. En ce moment, il y a plein de cas, contacts et de Covid. Gardez vos distances. Faites attention. Respectez les distances. On ne le répétera jamais assez. On vous fait évidemment plein de bisous. Moi, je vous retrouverai probablement cette nuit sur Twitter pour envoyer des dingueries sur les matchs. Et je referai d'autres points plutôt dans une dizaine de jours ou 12-15 de jours sur la trade deadline avec les nouvelles infos qu'on aura pu récupérer. Ce sera d'abord sur Twitter et ce sera débriefé ensuite ici. Je vous fais plein de bisous. Excellente soirée à toutes et à tous. Pas de quiz pour ce soir. C'était spécial trade deadline. Excellente fin d'année 2021 à toutes et à tous. C'est le dernier Allez Café avant 2022. Bonne soirée. À très vite sur la chaîne YouTube ou la chaîne Twitch de Trash Talk. À la prochaine. Ciao.